Bonjour, je vous fais la nouvelle vidéo. Voilà, j'ai un peu traîné cette semaine, mais là je vais vous en faire normalement 4 d'affilée. Voilà, et vous les verrez. Enfin voilà, je vais vous expliquer comment ce sera découpé, et puis je vous laisse vous échelonner vos visionnages. Voilà, alors on a traité du baroque, on a traité, pardon, excusez-moi, on a traité de la Renaissance pendant les vacances, là, et un peu avant les vacances. Et donc maintenant, on va continuer sur notre thématique du rapport au cadre. Et ce que je vous propose, c'est de faire une petite... de rentrer dans ce qu'on va appeler le baroque. Alors pour rentrer dans le baroque, on va parler du maniérisme d'abord, qui est la dernière période du classicisme, qui est la dernière période de la Renaissance et qui est une période qu'on peut considérer comme étant charnière. Euh, et, euh, et donc on va traiter une période qu'on va appeler baroque et classicisme, qui va traiter essentiellement le XVIIe siècle. Voilà, une grande perturbation qu'on va avoir au XVIIe siècle. Mais il faut savoir que le XVIIe siècle, dans l'histoire de la peinture, c'est une période qui est extrêmement prolifique. Voilà, où on va avoir un foisonnement d'images sur tout le territoire européen qui va être considérable. Et ce foisonnement d'images, il a pour particularité d'être divisé de plusieurs façons et, d'avoir avec des courants esthétiques qui sont très spécifiques. Voilà, alors donc quand on a parlé de la Renaissance, moi je vous ai parlé essentiellement de l'Italie, de la Renaissance italienne. Euh, Aujourd'hui, pour traiter le baroque et le classicisme, on va étendre le territoire et on va parler de l'Italie encore, mais on va aussi parler de la France, on va aussi parler de la Hollande et des pays du nord de l'Europe, des pays protestants, on va aussi parler de l'Espagne. Et donc voilà, on va traiter, si vous voulez, beaucoup de pays qui sont des pays européens et des pays qui passent leur temps à se faire la guerre. Et on va essayer de comprendre ce qui se met en place sur le plan stylistique. Nous sommes au XVIIe siècle, ou au moins à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Au XVIe siècle va avoir lieu en Italie ce qu'on va appeler le Concile de Trente. Euh, le Concile de Trente est déclenché parce que réclamé par deux personnalités qui sont très très importantes dans l'histoire européenne. C'est des personnages qui s'appellent Luther et Calvin. Donc ces deux personnages sont les têtes pensantes du protestantisme et ils vont être, si vous voulez, les personnalités qui vont réformer l'Église catholique. Donc vous l'avez vu, je vous en ai parlé, quand on parlait de la Renaissance, euh, les religieux de la Renaissance sont très catholiques, c'est le cas de le dire, et on a euh, des moines guerriers, des papes guerriers, euh, euh, une, une absence d'austérité qui scandalise un petit peu, qui scandalise un petit peu certains penseurs, notamment une des grandes préoccupations, c'est la vente des indulgences. Donc, je sais pas si vous savez, je pense que vous savez ce que c'est les indulgences. C'est quand à la Renaissance on s'est mis pour renflouer les caisses de l'État, de l'Église, à vendre des unités d'indulgence qui consistaient à racheter ses péchés en donnant de l'argent à l'Église. Ça va très très largement renflouer les caisses du Vatican et ça va être un peu le point de départ le point de départ un peu de la crise, si vous voulez. Enfin, un des points de départ, mais c'est quand même une clé. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est que, alors on a un autre élément qui est très important, qui est un élément technique, c'est que au XVIIe siècle, enfin à la fin du XVIe siècle, on va voir apparaître une nouvelle technique qui va être un moyen très pratique pour diffuser des idées, c'est l'imprimerie. Avec l'imprimerie, alors jusque-là, avant l'imprimerie, les
les écrits étaient, les livres étaient toujours des livres religieux qui étaient rédigés par les moines ou par des étudiants, mais c'était toujours des livres, enfin, c'était toujours des gens qui étaient des copistes, si vous voulez. Et à la tête de ces copistes, on avait des penseurs qui étaient des penseurs religieux, donc si vous voulez, les idées étaient très clairement sur des rails, et c'était très difficile de sortir de ces rails. Euh, Avec l'imprimerie, on va commencer à éditer de nouveaux textes, et notamment des textes de réforme. Et ces textes de réforme, un des premiers textes de réforme qu'on va avoir, c'est la réforme protestante, qui va être diffusée par Luther et Calvin. Et donc on va commencer à avoir dans tout le nord de l'Europe des pays qui se réforment complètement et des pays qui deviennent très majoritairement protestants. Alors on a aussi des protestants en France, on a un peu des protestants en Espagne, mais ils vont bien se faire mettre la misère au XVIIe siècle avec l'Inquisition. Et on a des protestants en Italie, mais eux aussi vont très très vite se faire écraser sous le talon des papes de Rome. Voilà, donc si vous voulez, on a des pays qui deviennent majoritairement protestants, et c'est surtout les pays du nord de l'Europe. Alors en France, on va avoir une tolérance au protestantisme qui va durer quasiment 100 ans. Et qui va s'arrêter sous Louis XIV, parce que Louis XIV est catholique, enfin une de ses favorites va le repousser à être dans la foi, à être un pratiquant plus digne, et lui va réinterdire le protestantisme alors que Louis XIII avait autorisé. Voilà, donc on va avoir, même pas Louis XIII, enfin, en tout cas, ça faisait longtemps que les protestants avaient le droit de pratiquer en France. On avait même des protestants à la cour de Louis XIV. Et en 3-4 ans, le changement de chemin dans la foi de Louis XIV va faire que les protestants vont être très 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 maltraités en France. Et d'ailleurs, ce sera une grave erreur parce qu'on va du coup avoir une fuite des cerveaux, parce que dans les groupes protestants, on avait des très grosses préoccupations sur la science, sur les arts, et tous ces protestants-là vont fuir dans les pays, vont fuir en Hollande et dans les pays du nord de l'Europe. Et il y a un moment, et c'était surtout des gens, des artisans et des gens qui avaient beaucoup de manne financière. Et donc au moment quand Louis XIV va interdire le protestantisme en France, on va avoir une fuite comme ça des capitaux et des cerveaux vers le nord de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu le contexte religieux, le contexte politique et religieux. Donc en fait, on va avoir deux grands courants qui se dessinent. Donc on va avoir le Concile de Trente. Alors le Concile de Trente, c'est une réunion qui va durer... une réunion entre papes et religieux, enfin entre le pape et des religieux protestants, qui va durer 18 ans. 18 ans, oui. Une réunion de 18 ans. Dans laquelle on réunit 30 penseurs, les 30 plus grands penseurs de la religion de l'époque, et qui essaie de mettre en place, de définir ce que va être la religion catholique et de définir ce qu'est la religion protestante. Et donc après on scinde en deux, et au terme du Concile de Trente, on va avoir deux termes qui vont sortir, le terme de réforme et le terme de contre-réforme. C'est-à-dire, réforme, c'est les pays qui se réforment de la religion chrétienne traditionnelle et qui deviennent protestants. Et la contre-réforme, c'est la réaction que vont avoir les pays catholiques face à ces protestants. Face à cette réforme, en fait. Donc, réforme et contre-réforme. Donc, nous, ce qu'on va voir là, en 4 vidéos, c'est la différence entre le pays de la peinture de la réforme et la peinture de la contre-réforme. D'accord ? Donc la différence entre la peinture qu'on va retrouver dans les pays protestants et les pays qu'on va retrouver dans les pays catholiques. D'accord ? Donc ça va vraiment se scinder en deux. Et ce qui est très intéressant, vous allez voir que c'est assez... c'est une période qui est assez troublante. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a
on a une stylistique qui est très poreuse, même si les thématiques sont pas les mêmes, la stylistique est poreuse, et finalement on va retrouver une stylistique qui appartient à la contre-réforme dans des peintures de la réforme et vice-versa. Donc on va voir par exemple comment en Espagne, qui est un des pires pays de la contre-réforme, puisque c'est un des pays le pays où on va avoir l'Inquisition, qui est un pays catholique, fervent catholique, dur comme fer, mais qui a des alliances avec la Hollande, des alliances commerciaux notamment, commerciaux par mariage pour faire des alliances territoriales. Euh, donc en Espagne, par exemple, qui est le pire pays catholique de la contre-réforme, on va avoir une peinture qui est très proche de la peinture hollandaise, par exemple. Donc on va voir comment ça se divise, ça. Et voilà, vous allez voir que la peinture du XVIIe, c'est juste une pure merveille. Voilà, et on va essayer de voir ce que sont les grandes lignes. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, pour commencer, donc vous pouvez marquer en nouveau chapitre baroque et classicisme. Et en sous-titre, vous marquez territoire et division. Voilà, donc ce que vous pouvez marquer, c'est que le territoire européen va se diviser en deux grandes parties. Les pays réformés qui deviennent les pays protestants et les pays catholiques. Donc on va avoir les pays de la réforme et les pays de la contre-réforme. Cette division de l'Europe en deux va engendrer une scission dans la stylistique et dans l'esthétique du XVIIe siècle, et surtout dans les thématiques qui vont être traitées. Et vous pouvez marquer grand 1, l'Italie, la Rome des papes, berceau de la contre-réforme. Oui, c'est un gros titre. L'Italie, la Rome des papes, berceau de la contre-réforme. Voilà, donc aujourd'hui donc cette première vidéo dans laquelle il y a une introduction va traiter essentiellement de l'Italie. Ensuite je vous ferai une deuxième vidéo sur l'Espagne. Ensuite je vous ferai une troisième vidéo sur la Hollande. Peut-être l'inverse. Non oui, attends, c'est ça. Première vidéo l'Italie, deuxième vidéo la Hollande, troisième vidéo l'Espagne et dernière vidéo le classicisme français, qui est complètement à part, qui est un style un peu à part. Enfin, voilà, il y a vraiment une production très particulière à la France, une production académique et classique qui est très spécifique à la France. Voilà, donc 4 vidéos, l'Italie, la Hollande, l'Espagne et le classicisme français. Donc voilà, on va commencer par parler de l'Italie. Alors, vous vous rappelez la dernière fois qu'on a parlé ensemble, enfin la dernière vidéo, je sais pas, on n'a pas parlé ensemble, la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai parlé de la Haute Renaissance et notamment je vous ai parlé de Michel-Ange et du plafond de la chapelle Sixtine. Après l'apogée stylistique que va atteindre l'Italie à la fin du XVIe siècle, on va avoir un courant qui va se mettre en place, qui est un courant qu'on va appeler le maniérisme. Non, mais j'ai pas d'image maniériste. Bon, je vous mettrai les liens dessous là, sur le maniérisme. Je vous mets les liens dessous. Je voudrais que vous alliez voir ça de près, s'il vous plaît. On n'a pas une petite là ? Donc on va avoir ce courant qu'on appelle le maniérisme, qu'on appelle en Italie la maniera. C'est un courant qui consiste un petit peu à refaire ce qui a été fait pendant la Haute Renaissance, c'est-à-dire qu'on a des artistes qui s'enlisent dans une stylistique parfaite et une espèce d'apogée stylistique dont ils ont un petit peu de mal à se dépêtrer. D'accord, donc tout ce qui a été mis en place par des gens comme Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci,
Bramante, voilà, tout ce qu'ont mis en place tous ces artistes-là. Si vous voulez, les artistes qui vont suivre, la génération d'artistes qui va suivre, va avoir beaucoup de difficultés à se démarquer de cette stylistique et à ne pas refaire la même chose. Et donc pendant des années, les seules solutions que vont trouver ces artistes, c'est des solutions qui sont des solutions notamment sur le cadrage, notamment sur le traitement des corps. Et donc on va avoir des artistes une stylistique qui est assez lisible, et notamment une des choses qu'on va retrouver, c'est des corps qui s'allongent. Voilà, on va avoir beaucoup de personnages dans les images qui ont des corps très allongés. Donc si vous voulez, pendant que je parle, vous pouvez aller regarder le Gréco par exemple, ou vous pouvez aller aussi regarder des gens comme le Parmesan, la Vierge au long cou. Voilà, on a aussi des choses assez surprenantes qui vont apparaître dans les cadrages. Notamment des cadrages qui vont être un petit peu décalés, où on a des choses qui se passent au fond. Donc si vous avez... Alors là, je vous propose de mettre sous vos yeux la Vierge au long cou de Le Parmesan, parce que je ne l'ai pas en impression, je ne peux pas vous la montrer. Si j'étais une pro, je vous aurais mis l'image comme ça, là. Ça serait bien que j'apprenne à le faire. La Vierge au long cou, ça serait bien que j'apprenne à le faire. Bon, je vais vous le montrer là, c'est pas merveilleux. C'est pas génial. Donc ça, c'est une peinture de Le Parmesan qui s'appelle La Vierge au long cou. Vous voyez que sur cette image-là, vous voyez, on a une espèce de colonne là en contre-champ, et puis un personnage ici, pareil, qui est très allongé, donc on comprend pas trop l'anatomie. Vous voyez que donc c'est une Vierge à l'enfant. Vous voyez que l'enfant qu'elle porte dans ses bras est, un peu difforme, qu'il a un corps très allongé, et on comprend pas trop. Il est comme mort, hein, il est comme un peu désarticulé. Donc, alors ça c'est assez intéressant. Cette Vierge au long cou, c'est la peinture emblématique de la peinture maniériste. Si vous devez vous en rappeler d'une, c'est de celle-ci. Ce qui va être intéressant, c'est que on va quand même essayer de faire des petites prouesses, donc en retravaillant sur les raccourcis comme le faisait Michel-Ange, ou en essayant de troubler, si vous voulez, la lecture des images. Et il y a une chose qui va commencer à apparaître, c'est qu'on va commencer à avoir des peintures de plus en plus sombres. C'est-à-dire, si une des définitions de la Renaissance était la clarté, petit à petit, en avançant dans le maniérisme, on va se mettre à peindre des scènes de nuit, on va mettre à peindre des scènes dans des catacombes, et des scènes qui vont devenir de plus en plus sombres. Dans ce contexte-là, on a un artiste qui est un peu fou, hein, qui est complètement fou en fait, qui va un peu passer sa vie entre les prisons et les ateliers, et un voyou notoire avec je ne sais combien de meurtres à son actif, qui va passer vraiment sa vie en prison. C'est un artiste qui s'appelle Le Caravage, et qui va venir bouleverser la stylistique de cette manière, et qui refuse catégoriquement de se plier à ce style qu'il trouve dénué de sens, et ramolli et sans identité. Et dans cette Rome de la contre-réforme, où la volonté finalement c'est d'éblouir les fidèles, en fait, si vous voulez, il y a des papes qui sont en train de dire non mais c'est quoi ce délire là, tout le monde est en train de devenir protestant, il faut qu'on trouve des solutions pour garder nos fidèles à nous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les impressionner, on va leur en mettre plein la vue, et il faut trouver des solutions, des solutions pour marquer les esprits, et euh, pour bouleverser nos fidèles en fait. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'arrive Le Caravage, avec une peinture d'une puissance inouïe,
Et avec cette volonté des papes à la fois d'éblouir et d'avoir une espèce de foisonnement d'images incroyable, un foisonnement d'images, de couleurs, de contrastes, de décors, euh, et, euh, et de montrer l'importance de Rome, montrer la richesse, la prédominance de Rome. Et dans ce contexte-là, on a le Caravage qui arrive et qui fait une peinture qui, certes, est scandaleuse. C'est une peinture scandaleuse qui... Mais de son scandale, pour le coup, elle répond à la demande, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là pour marquer les esprits. Alors, ce que veut le Caravage, euh, c'est arrêter de tourner autour, que les peintres arrêtent de tourner autour du pot, arrêtent les symboliques, et que quand on montre une action, ben, on montre l'action dans le feu de l'action, quoi. Si vous voulez, dans cette histoire de rapport au cadre, si jusqu'à maintenant, dans la peinture de la Renaissance, on avait un peu comme des gens qui posaient, c'est comme si le Caravage, alors le Caravage c'est un artiste de génie hein, qui peint directement sur la toile, qui va chercher ses modèles dans la rue. Ça va être très nouveau et c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup après pendant toute la période baroque. Quelque chose qu'on va voir et revoir. Si vous voulez, on a chez le Caravage donc il va chercher ses modèles dans la rue. Il peint directement sur la toile. Il fait pas d'esquisse. Il peint très très vite. Il est très 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 il a une très grosse production. Il va mourir jeune, donc on n'a pas une énorme quantité de choses, mais il peint très vite et donc on a quand même beaucoup de peintures du Caravage, puis tous les moments où il est en prison où il peut pas peindre. Alors à chaque fois il est libéré par ses mécènes qui viennent le chercher, sauf je crois que sur son dernier emprisonnement où il est enfermé sur une île dans une prison où en gros il a accusé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui pédophilie. Il va s'évader en bateau. En gros, c'est ces mécènes qui à chaque fois viennent le rechercher, et donc on va avoir le Caravage qui lui propose des peintures où à chaque fois l'action va être à son paroxysme. Alors, les premières peintures du Caravage, c'est des peintures qui sont que vous connaissez peut-être, qui font beaucoup penser au travail de Michel-Ange. Voilà, donc ça s'appelle Je nomme à la corbeille de fruits. Donc pendant très longtemps, il va avoir le même modèle. On ne sait pas trop si c'est son amant, ou si c'est des autoportraits, ou si c'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Il a toujours des peintures qui sont un petit peu équivoques, un petit peu sexualisées. Voilà. Et ensuite, très vite, le Caravage va être appelé pour des commandes plus religieuses. Et on va avoir une peinture qui va commencer à être de plus en plus bouleversante. Alors, j'ai un exemple pour ça à vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la Judith décapitant Holoferne de Botticelli. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, avec qui marchait là près d'une rivière avec la... Ouais, elle avait un sabre et la... Je l'ai là. Et sa servante portait la tête d'Holoferne dans un foulard. Vous vous rappelez ? Eh bien, le Caravage aussi va parler de Judith décapitant Holoferne. Mais quand il montre la scène, il la montre à un autre moment. Vous voyez ? Voilà, donc ça c'est la servante, ça c'est Judith, et ça c'est Holoferne en train de se faire zigouiller la tête. Alors ce qui est assez intéressant chez le Caravage, c'est que lorsqu'il décide de représenter des scènes, il donne toujours l'impression d'être un photographe caché dans un coin qui va... c'est du photoreportage quoi. Et pour toutes ces peintures, c'est toujours un peu pareil. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est David et Goliath. Alors, il a énormément traité le thème de David et Goliath. Vous voyez que là, par exemple, on a David qui vient de tuer Goliath avec sa fronde, et là, qui est en train de ramasser sa tête en l'attrapant par les cheveux.
Euh, là, là c'est Salomé qui amène la tête de Saint Jean-Baptiste. Il adore les têtes coupées. Le Caravage adore les têtes coupées. Il a traité 18 000 fois le thème de la tête coupée. Donc là, c'est le Caravage, c'est Salomé qui apporte la tête de Saint Jean-Baptiste à son beau-père qui lui a réclamé, Enfin, c'est son beau-père qui amène la tête de Saint Jean-Baptiste à Salomé. Donc vous voyez, quand il traite des thématiques, c'est toujours des thématiques qui sont hyper extrêmes. Par exemple, si je peux vous en montrer une, c'est celle-ci. Ça, c'est Saint Thomas l'incrédule. L'histoire de Saint Thomas, c'est que en gros, il y a Jésus qui arrive et qui lui dit euh, salut les gars, je suis Jésus, je suis réincarné. Alors, ça peut se dire, mais c'est vrai, on dirait vraiment, mais c'est toi Jésus. Alors tout le monde y croit plus ou moins, parce que si c'est Jésus, quand même, on le croit. Il y a Saint Thomas qui fait un peu. Genre t'es réincarné, quoi. Il dit, mais oui, mais regarde, c'est moi, regarde mes stigmates. Et donc, ce qui va permettre à Saint Thomas de croire Jésus quand il lui dit, oui, je suis réincarné, c'est que Jésus lui montre ses stigmates, et normalement Saint Thomas à ce moment-là, tombe à genoux devant Jésus. Voilà. Et donc la scène que Caravage décide de représenter, c'est regardez, vous voyez, vous avez Jésus qui prend la main de Saint Thomas et qui lui fait mettre le doigt dans le trou. En réalité, Saint Thomas n'a pas mis le doigt dans le trou, mais la scène que représente le Caravage, c'est Jésus qui prend la main de Saint Thomas et qui lui fait mettre le doigt dans le trou, vous voyez. Alors ça, c'est typique du Caravage, c'est-à-dire de monter la scène à une espèce de tension, une tension maximale, et de s'appuyer sur l'action elle-même, d'accord. Alors, s'il y a... Alors, quand je vous montre ces images, voilà, je vous en montre d'autres. Il y a une chose que vous remarquez très probablement, voilà, ça aussi, c'est une peinture du Caravage. Une chose que vous remarquez très probablement, c'est qu'on n'a plus de décor. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de la peinture baroque, c'est que c'est les corps qui deviennent lumière, et que finalement on a des décors qui deviennent inexistants. Et s'il y a une particularité de la peinture du Caravage, c'est le fait de baigner les corps dans l'ombre. D'accord. Donc c'est les corps qui deviennent lumière. Il n'y a plus de sources lumineuses qui viennent d'une fenêtre ou comme on a pu l'avoir à un certain moment. Quand on est dans des pièces sombres, c'est les corps qui dégagent la lumière. Et les fonds sont complètement noirs, en fait. Cette stylistique-là, d'avoir ce parti pris esthétique, d'avoir les corps lumière et plus de décor, et les corps, le fond noir, c'est ce qu'on va appeler le clair-obscur. C'est-à-dire, et ce clair-obscur, c'est une des clés de la stylistique du baroque. Alors, je voudrais que vous marquiez, vous faites une étoile et vous marquez code esthétique, et là je vais essayer de vous signifier certains éléments qui sont des codes esthétiques du baroque. Alors, la première chose, c'est la violence, d'accord. On a des images qui sont d'une grande violence, où on met l'accent sur l'action, d'accord. La deuxième chose, c'est le mouvement, c'est-à-dire, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à un photographe reporter qui va mettre le nez dans l'action. Donc on est le nez sur l'action, hein. On a comme une focale courte, en fait, on est dans l'action, on n'a plus du tout le recul qu'on avait à la Renaissance, on est le nez sur ce qui est en train de se passer. Et on a des corps qui sont en mouvement, c'est-à-dire si on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui va tomber de cheval, on nous montre le moment de la chute, on ne montre pas quand la personne est arrivée au sol, on montre le moment de la chute. Si on montre quelqu'un en train de se faire décapiter, on va faire le sang qui gicle, d'accord. C'est un peu du Tarantino. Donc une troisième chose très importante, c'est le clair-obscur. Le clair-obscur, c'est qu'on baigne les corps dans l'ombre, et que c'est les corps qui deviennent lumière. Avec ça, on va retrouver l'idée de courbe, c'est-à-dire que
dans les compositions, pour créer du mouvement, eh bien, on va créer des compositions qui sont plus la symétrie. Vous vous rappelez, avant, on avait une espèce de symétrie comme ça. Eh bien, cette symétrie, on la retrouve plus du tout. Et on va travailler sur des diagonales, sur des courbes. Et pour signifier le mouvement, eh bien, on va essayer de troubler un peu ces compos. Donc, vous voyez des grandes compos en diagonale comme ça. On n'a plus une action qui est au centre de l'image avec la même chose des deux côtés, etc. On crée une nouvelle forme de composition et dans cette composition, pour qu'il y ait du mouvement, on met des courbes. D'accord ? Autre chose, c'est l'état de catharsis, c'est-à-dire que les moments qu'on représente, il faut toujours qu'ils soient au sommet. Alors, je vais vous la mettre dessous, je voudrais que vous regardiez notamment une sculpture qui s'appelle l'Extase de Sainte Thérèse de Le Bernin. Je vais vous la mettre là parce que je ne l'ai pas en image. Le Bernin, Extase de Sainte Thérèse. Voilà. Alors, l'Extase de Sainte Thérèse, c'est une sculpture que vous avez peut-être déjà vue. Voilà, c'est cette peinture-là. Je vais vous la mettre dessous. Je voudrais que vous fassiez un petit croquis. Oui, elle est chiante à faire en croquis. Mais vous voyez, en gros, là, c'est quand Sainte Thérèse est frappée par la foi, en fait. Et donc, vous voyez qu'elle tombe en extase. Elle a un peu une espèce d'orgasme, comme ça. Et donc, elle est comme ça, là. Et donc, ce que représente le Bernin, c'est l'instant de catharsis, si vous voulez, l'instant de catharsis, le sommet de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Alors, pour représenter cette espèce de catharsis et cette espèce d'émotion, évidemment, il y a de la théâtralité. Donc, s'il y a 3 termes clés que vous devez retenir pour le baroque, c'est clair-obscur, mouvement et théâtralité. La théâtralité, c'est le cœur du baroque. D'ailleurs, et c'est pas innocent, c'est à cette période baroque, au début du XVIIe siècle, qu'on va voir apparaître une nouvelle forme d'art, c'est l'opéra. Hein. On a Monteverdi qui va inventer l'opéra avec cette contre-réforme et avec cette volonté d'une espèce de théâtralité extrême où on représente des sentiments extrêmes, et l'opéra, ça répond parfaitement à cette demande-là d'extrême, de sentiments extrêmes, d'expressivité extrême. D'accord ? Donc, théâtralité, de la dramaturgie, et aussi cette volonté de représenter la nature, le naturel, et une espèce de fureur, quoi. Voilà. Donc le naturel, c'est le fait d'aller chercher les modèles dans la rue. J'en suis à 3 minutes, je vais arrêter là pour le baroque. Ça, c'était pour l'Italie, et je vous fais la suite, une deuxième vidéo, où on va parler de la Hollande. Voilà, à tout à l'heure. Enfin, à plus tard.